Alors que mon oncle levait son verre pour porter un toast à ma réussite, ma mère m'a interrompu en me tendant une carte de vœux. D'une voix faussement enjouée qui a fait taire toute la table, elle a dit « Tiens, ma chérie, ouvre ça d'abord. » L'atmosphère, qui quelques secondes plus tôt était festive pour mes 20 ans et mon nouvel emploi, est devenue lourde, suspendue à son geste. J'ai pris la carte, mes doigts effleurant le carton bon marché. À l'intérieur, écrit d'une écriture faussement enfantine, une seule phrase. Voyons voir combien de temps ça dure. Un silence glacial est tombé, si profond que j'entendais le bourdonnement du réfrigérateur dans la cuisine. Puis, un petit rire étouffé de la part de ma tante a brisé le charme, bientôt suivi par celui de mon oncle. Leurs regards amusés se sont tournés vers ma mère, qui savourait son petit triomphe, un sourire satisfait aux lèvres. Mon cœur ne s'est pas brisé, il s'est durci, transformé en une pierre froide dans ma poitrine. Le rire s'est propagé autour de la table comme une vague toxique. Ce n'était plus discret, mais un amusement franc et collectif, validant la cruauté de ma mère comme une simple blague de famille. Je les ai regardés, un par un. Mon oncle qui reposait son verre sans avoir prononcé son toast, ma cousine qui baissait les yeux en souriant, et mon père, comme toujours, silencieux et passif, un fantôme à sa propre table. Ils étaient tous complices, non par méchanceté pure, mais par une lâcheté confortable. Critiquer ma mère, c'était risquer de devenir sa prochaine cible. Alors il riait. J'ai senti le rouge me monter aux joues, mais j'ai gardé un calme glacial. J'ai replié la carte avec une lenteur calculée et l'ai posée à côté de mon assiette, comme un simple objet sans importance. Si vous avez déjà ressenti ce genre de trahison, venant de ceux qui devraient vous protéger, abonnez-vous à la chaîne, aimez la vidéo et racontez votre histoire dans les commentaires. J'aimerais vraiment vous lire. Ce « ça » dans sa phrase, c'était mon avenir. C'était le poste d'assistante dans un cabinet d'architecte que j'avais décroché après des semaines de préparation et 3 entretiens stressants. C'était mon premier vrai salaire, la promesse d'une indépendance que je désirais plus que tout. Depuis des mois, elle avait tissé sa toile de doute autour de moi. Es-tu sûre d'être à la hauteur ? Ne te fais pas trop d'illusions. Le monde du travail est impitoyable, disait-elle avec un air de fausse sollicitude. Chaque mot était une petite sape destinée à ébranler mes fondations. Elle ne supportait pas l'idée que je puisse réussir sans elle, que je puisse m'échapper de l'orbite de son contrôle. Ce dîner d'anniversaire n'était pas une célébration pour elle, mais une dernière tentative de me rappeler qui commandait, de me maintenir à ma place de petite fille fragile et incapable. Elle voulait que je doute de moi-même, mais elle avait sous-estimé une chose. J'avais arrêté de l'écouter depuis bien longtemps. Je l'ai observée, assise en face de moi, rayonnante au milieu des rires qu'elle avait orchestrés. Elle pensait avoir gagné. Pour elle, cet épisode était clos, une nouvelle anecdote à raconter sur ma prétendue naïveté. La conversation reprenait déjà, tournant autour de sujets futiles, mon humiliation balayée sous le tapis de la convivialité forcée. Mais dans mon esprit, tout était devenu clair. Ce n'était pas une blessure de plus, c'était une libération. Le son de leur rire n'a pas atteint mon cœur. Il a seulement confirmé la décision que j'avais prise des mois auparavant. J'ai discrètement glissé ma main vers mon sac à main, posé à mes pieds. Sous la table, à l'abri des regards, mes doigts ont effleuré la surface lisse d'une chemise cartonnée. Ma mère pensait que sa carte était le point final de la soirée. Elle ne savait pas que ce n'était que le début de la sienne, et que j'avais apporté les preuves qui allaient effacer chacun de leurs sourires. Ce n'était pas la première fois que je sentais ce mépris. Il avait commencé à s'installer insidieusement après la mort de ma grand-mère, il y a 2 ans. Elle était la seule à voir clair en moi, la seule dont le regard ne me jaugeait pas. Je me souviens de ses mains chaudes sur les miennes, de son parfum de lavande et de la certitude dans sa voix quand elle me disait « Ne les laisse jamais te faire croire que tu es moins que ce que tu es, Chloé. » Sa disparition avait laissé un vide immense, mais elle avait aussi laissé derrière elle un secret, un fardeau et une arme que je portais seule depuis mes 18 ans. Ma mère, sa propre fille, n'avait jamais compris la nature de leur relation, ni pourquoi ma grand-mère passait des heures à me parler de responsabilité, de dignité et de la valeur de l'indépendance.
Elle pensait que c'étaient des radotages de vieilles femmes. Elle avait tort. Peu après l'enterrement, ma mère a commencé son théâtre de la pauvreté. Chaque facture devenait une tragédie grecque. Les 450 € de charges de copropriété mensuelles étaient un gouffre financier. La taxe foncière annuelle de 1 400 €. Une injustice de l'État. Elle soupirait en ouvrant le courrier, laissait traîner les enveloppes sur la table de la cuisine, espérant que la pitié de mon père ou mon malaise suffirait à faire apparaître de l'argent. Elle se plaignait de ne pas pouvoir s'offrir de nouvelles chaussures, tout en revenant avec des sacs de boutique que je ne connaissais pas. Elle jouait le rôle de la martyre financière avec une conviction déconcertante, créant une atmosphère de précarité constante dans l'appartement même qui l'avait vue grandir. Un lieu dont elle semblait avoir oublié la véritable histoire et les véritables conditions de sa présence. C'était une performance calculée, destinée à nous maintenir tous sous sa coupe, dépendant de ses humeurs et de ses angoisses. Alors, j'ai commencé à payer, en secret. Mes salaires de baby-sitter, mes week-ends à travailler dans un café, l'argent de mes petits boulots de traduction en ligne, tout y passait. Pendant que mes amis sortaient, j'entrais des chiffres dans un tableur. En 2 ans, j'avais versé exactement 13 600 € pour maintenir ce toit au-dessus de nos têtes. À ma mère, je lui avais inventé une histoire plausible, une nouvelle aide de l'État pour les familles modestes, une subvention spéciale dont elle bénéficiait grâce à un dossier que j'avais prétendument monté. Elle ne m'a même pas remerciée. Elle a simplement accepté cette manne céleste comme un dû, une preuve que l'univers reconnaissait ses difficultés. Elle continuait de me dire de faire des économies, de ne pas être dépensière, alors que chaque centime que je gagnais servait à payer les murs entre lesquels elle m'humiliait. Ce sacrifice invisible était le socle de ma résilience. Le jour de mes 18 ans, j'avais eu rendez-vous avec Maître Dubois, le notaire de ma grand-mère. C'était un homme doux et droit qui m'avait regardé par-dessus ses lunettes et m'avait tendu une copie certifiée conforme de l'acte de propriété de l'appartement. « Votre grand-mère vous a tout légué, Chloé », m'avait-il dit. « Elle savait que vous étiez la plus forte des deux. Ce bien est votre pouvoir. Utilisez-le avec sagesse. » Ce document était devenu mon encre. Je le gardais dans une chemise cartonnée, avec les relevés de compte prouvant chaque virement pour les charges et les impôts. Je le relisais parfois le soir, non pas par avidité, mais pour me rappeler que je n'étais pas folle, que la réalité était bien celle-ci. J'étais la gardienne silencieuse de notre foyer, et ma mère n'était qu'une locataire qui l'ignorait. Cette vérité était mon armure. Le rire de mon oncle a ramené mon esprit à la table du dîner. Leurs visages amusés, le sourire triomphant de ma mère, tout cela me semblait soudain lointain, comme une scène de film que je regardais de l'extérieur. Les mots de Maître Dubois résonnaient dans ma tête. Utilisez-le avec sagesse. Pendant 2 ans, la sagesse avait été le silence, la patience, le sacrifice. J'avais protégé ma mère de la vérité pour préserver une paix familiale qui n'existait que dans mon imagination. Mais ce soir, en entendant leur rire valider sa cruauté, j'ai compris que la véritable sagesse n'était plus de subir, mais d'agir. Mon calme n'était pas de la soumission. C'était la concentration d'une prédatrice avant le bond. La chemise cartonnée dans mon sac, sous la table, me semblait soudain incroyablement lourde, pleine du poids de la justice qui attendait. Le repas a repris son cours, comme si de rien n'était. Les fourchettes ont recommencé à teinter contre les assiettes, les conversations futiles ont repris leur droit, tissant une toile de normalité sur la cruauté qui venait de se produire. Mon père a demandé à mon oncle des nouvelles de sa voiture, ma cousine parlait de ses examens, et ma mère, au centre de tout, souriait, distribuant des regards bienveillants, la reine magnanime de son petit royaume. Je suis restée silencieuse, une spectatrice à ma propre fête d'anniversaire. Chaque bouchée du gratin dauphinois, mon plat préféré qu'elle avait préparé pour l'occasion, avait un goût de cendre. Ce n'était pas de la nourriture, c'était un instrument de contrôle. Elle me donnait d'une main ce qu'elle me reprenait de l'autre, me rappelant que même les gestes d'affection étaient conditionnels, soumis à son bon vouloir et à ma soumission. Puis, au milieu du dessert, elle a posé sa cuillère avec un soupir étudié, un son qui a immédiatement capté l'attention de toute la table.
Ah, à propos d'argent, a-t-elle commencé, son regard se posant sur moi avec une intensité calculée. Le syndic nous a envoyé une lettre. Il y a un ravalement de façade de prévu pour l'immeuble. Une somme colossale, bien sûr. Il parle d'une charge exceptionnelle de près de 5 000 €. Elle a marqué une pause, laissant le poids de ce chiffre s'installer dans le silence. Puis, elle a ajouté, avec un sourire qui se voulait encourageant, mais qui n'était que du venin sucré. « Heureusement que tu as ton nouveau poste, ma chérie. Tu vas enfin pouvoir contribuer pour de vrai, n'est-ce pas? Ce n'est pas avec le salaire de ton père qu'on va s'en sortir. » C'était la deuxième lame, plantée exactement au même endroit que la première. Mon oncle a hoché la tête avec un air grave, comme s'il venait d'entendre la plus sage des paroles. « Elle a raison, Chloé. C'est la vie d'adulte. On travaille, on paie les factures. C'est bien que tu l'apprennes tôt. » Ma tante a ajouté un « c'est normal d'aider ses parents », validant la demande comme une évidence morale. Personne n'a remis en question le timing, la manière ou l'injustice flagrante de la situation. Pour eux, c'était une transaction logique. Ma réussite était devenue leur ressource. Mon succès n'était pas une source de fierté, mais une nouvelle source de revenus à exploiter. Ils ne me voyaient pas. Ils ne voyaient qu'une solution à leurs problèmes, une machine à sous qu'ils venaient enfin de mettre en marche. Leur front uni était plus étouffant que n'importe quel reproche. J'étais seule, complètement seule face à leur avidité collective. C'est à cet instant précis que tout a basculé en moi. Ce n'était plus de la tristesse, ni même de la colère. C'était un calme glacial, une clarté absolue. J'ai compris que ça ne s'arrêterait jamais. Chaque victoire, chaque pas en avant que je ferais dans ma vie serait systématiquement transformé en une dette envers elles, envers eux. Leurs attentes grandiraient avec mes revenus, leur mépris resterait constant. L'amour que j'avais espéré trouver dans cette famille n'était qu'un mirage, un contrat tacite où je devais payer pour exister, payer pour être tolérée. Le souvenir des mains de ma grand-mère, de sa voix me disant « Ne les laisse jamais te faire croire que tu es moins », a résonné en moi comme un coup de tonnerre. La sagesse n'était plus de protéger, mais de me protéger. La paix familiale était une prison, et je tenais la clé dans mon sac. J'ai posé délicatement ma fourchette et mon couteau en travers de mon assiette, signifiant que j'avais terminé. Je n'ai pas prononcé un mot. J'ai pris mon verre d'eau et j'en ai bu une lente gorgée, mes yeux fixés sur ma mère qui attendait ma réponse, son sourire impatient flottant sur ses lèvres. Elle s'attendait à une capitulation, peut-être à quelques larmes, à une promesse de vérifier mon budget. Elle pensait que la partie était gagnée, mais la partie n'avait même pas encore commencé. J'ai reposé mon verre avec un bruit sourd et sec qui a fait sursauter ma cousine. Puis, sous la table, ma main a glissé de mon genou vers mon sac. Mes doigts se sont refermés sur la chemise cartonnée. Ce n'était plus une arme de défense. C'était l'instrument d'une libération nécessaire. Le silence avait assez duré. Je suis restée assise là, au milieu du bruit des couverts et des conversations qui reprenaient, mais je n'entendais plus rien. Un silence de plomb s'était installé dans ma tête. Leurs visages, leurs sourires, leurs paroles, tout se fondait en une fresque grotesque de la trahison. Ce n'était pas seulement ma mère, c'était eux tous. Mon oncle, ma tante, même mon père, par son silence complice. Ils formaient un bloc, une entité unique dont le but était de me maintenir à une place qui n'était plus la mienne. La douleur n'était plus une vague chaude de tristesse, mais un bloc de glace dans ma poitrine. J'ai compris à cet instant que je n'avais pas de famille, mais un public. Un public qui attendait ma chute pour se sentir mieux dans sa propre médiocrité. Et ce soir, j'avais décidé de leur offrir un spectacle qu'ils n'oublieraient jamais, mais pas celui qu'ils attendaient. Le rôle de la victime était terminé. Une fois le dîner achevé, je me suis réfugiée dans ma chambre, le seul endroit où leur voix ne pouvait pas m'atteindre. J'ai fermé la porte et me suis adossée contre le bois frais, respirant profondément pour la première fois de la soirée. L'air semblait plus pur ici, loin de l'hypocrisie du salon. C'est là que les mots de Maître Dubois, le notaire de ma grand-mère, me sont revenus avec une force nouvelle. Je me suis revue dans son bureau feutré,
une jeune fille de 18 ans effrayée, et je l'ai entendue me dire d'une voix douce mais ferme : « Votre grand-mère savait que vous étiez la plus forte des deux. Ce bien est votre pouvoir, utilisez-le avec sagesse. » Pendant 2 ans, j'avais cru que la sagesse était le silence, le sacrifice discret pour maintenir une paix fragile. Mais ce soir, en sentant le poids de leur mépris collectif, j'ai compris que la véritable sagesse était de rétablir la vérité, peu importe le prix. Ma grand-mère ne m'avait pas laissé un fardeau, elle m'avait laissé une arme. Mon plan n'était pas né de la colère de ce soir, il avait mûri lentement, dans le secret de mes pensées, pendant 2 longues années. Mais leur demande d'argent pour le ravalement de façade en a été le catalyseur final. C'était la pièce manquante du puzzle, la justification parfaite pour agir. Mon plan n'était pas une vengeance complexe, mais une simple révélation. Une révélation factuelle, froide et irréfutable. Je n'allais pas crier, je n'allais pas pleurer. J'allais simplement poser les faits sur la table, au sens propre du terme. La scène du dîner familial, qui avait été le théâtre de mon humiliation, allait devenir celui de leur effondrement. Ils m'avaient jugé sur des apparences, sur l'image de jeune fille fragile qu'ils avaient eux-mêmes construite. J'allais leur montrer la femme qui, dans l'ombre, soutenait les murs mêmes de la maison où ils se sentaient si puissants et si légitimes. Dans cette chemise cartonnée que je serrais contre moi, il y avait bien plus que du papier. Il y avait la preuve de ma résilience. D'abord, l'acte de propriété, certifié conforme par le notaire, avec mon nom, Chloé Dubois, inscrit en lettres noires comme unique propriétaire de cet appartement. Ensuite, il y avait les relevés de compte des 24 derniers mois. J'avais surligné chaque virement mensuel de 450 € au syndic de copropriété. J'avais aussi imprimé les avis de paiement des 2 dernières taxes foncières, chacune s'élevant à 1 400 € payés depuis mon propre compte en banque. Le total était là, implacable. 13 600 €. 13 600 € de sacrifices, de week-ends passés à travailler, d'invitations refusées. Chaque chiffre représentait une petite mort sociale, un renoncement silencieux pour payer le toit sous lequel ma propre mère me disait que je n'étais bonne à rien. Je suis retournée dans le salon, la chemise cartonnée à la main. Ils étaient en train de prendre le café, riant d'une blague que mon oncle venait de raconter. L'atmosphère était détendue, mon humiliation déjà oubliée, rangée dans le tiroir des anecdotes familiales. Ma mère m'a regardée entrer avec un air d'impatience. « Alors, tu as réfléchi pour le ravalement ?» a-t-elle demandé, sa voix pleine d'une autorité naturelle. Elle s'attendait à ce que je discute, que je négocie, que je me soumette comme d'habitude. Elle ne voyait pas le calme qui s'était emparé de moi, la détermination dans mes yeux. J'ai marché lentement vers la table basse, sans un mot. J'ai senti tous les regards se tourner vers moi, intrigués par mon silence et par l'objet que je tenais. Le moment était venu. Le silence avait assez duré. Il était temps que la vérité fasse du bruit. J'ai posé la chemise cartonnée au centre de la table basse, juste à côté des tasses à café encore fumantes. Le bruit mat du carton sur le bois a suffi à suspendre la dernière blague de mon oncle en plein vol. Tous les regards se sont tournés vers moi, puis vers cet objet incongru qui venait de s'inviter à leur petite fête. Le silence est tombé. Un silence bien plus lourd et plus profond que celui qui avait suivi la lecture de la carte de vœux. Il n'était plus amusé, mais interrogateur, presque hostile. Ma mère m'a dévisagé, son sourire de façade s'effaçant pour laisser place à une expression de mépris impatienté. Elle voyait mon geste comme une interruption, une nouvelle tentative de gâcher son moment. L'air s'est épaissi, chargé d'une tension palpable. J'ai senti leurs yeux sur moi, attendant une explication, un mot, une excuse. Mais je suis restée silencieuse, laissant l'objet parler pour moi, laissant le suspense s'installer et faire son œuvre. « Qu'est-ce que c'est encore, tes gamineries ?» a-t-elle lâché, sa voix tranchante comme une lame. Elle essayait de reprendre le contrôle, de me réduire à nouveau au statut d'enfant capricieuse. Je n'ai pas répondu. Lentement, avec une précision presque chirurgicale, j'ai ouvert la chemise. J'ai sorti la première feuille,
une copie certifiée conforme, et je l'ai fait glisser sur la surface vernie de la table jusqu'à ce qu'elle s'arrête juste devant elle. C'était l'acte de propriété. Elle a d'abord froncé les sourcils, lisant le titre d'un air perplexe. Puis ses yeux ont parcouru le document, s'arrêtant sur le nom du propriétaire. J'ai vu le moment exact où elle a compris. Son sourire s'est figé, ses lèvres se sont entr'ouvertes, et toute la couleur a semblé quitter son visage. Son regard s'est levé vers moi, empli d'une incrédulité paniquée. Le masque de la mère toute-puissante venait de se fissurer, révélant la peur en dessous. Son souffle est devenu court, audible dans le silence de mort qui s'était emparé de la pièce. Sa main a tremblé en se dirigeant vers le papier, comme si elle avait peur de le toucher. « C'est impossible », a-t-elle murmuré, sa voix à peine un filet d'air. Puis, se tournant vers les autres comme pour chercher des alliés, elle a haussé le ton, l'accusation remplaçant la panique. « Où as-tu volé ça ?» C'était sa dernière ligne de défense. Me faire passer pour une voleuse, une menteuse. J'attendais cette question. C'était le signal. J'ai sorti le deuxième document de la chemise, le relevé de compte. Volé ? Non. J'ai payé, ai-je dit, ma voix calme et claire, tranchant avec son hystérie naissante. J'ai posé la feuille à côté de la première. Chaque mois. Pendant que tu me disais que je n'arriverais jamais à rien, mon rien payait ton toit. Pendant que tu te plaignais de ne pas joindre les deux bouts, mon argent comblait les trous que tu creusais. Tout est là, surligné en jaune. Le silence qui a suivi était absolu, lourd, irrespirable. Mon père a pris le relevé de compte, ses mains tremblantes parcourant les lignes que j'avais marquées. Son visage, habituellement si passif, s'est décomposé en une expression de choc et de honte profonde. Ma tante a baissé la tête, incapable de soutenir mon regard. Mon oncle fixait la table, son air jovial évaporé, remplacé par une gêne palpable. Ils comprenaient tous, en même temps. La comédie était terminée. Acculée, privée de son public, ma mère a regardé l'acte de propriété, puis le relevé de compte, puis mon visage. Son monde s'effondrait en direct, sous les yeux de ceux qu'elle avait toujours dominés. Dans un dernier sursaut de déni, elle a frappé la table avec son poing, faisant trembler les tasses. Sa voix s'est brisée en un cri d'humiliation pure. Quelle charge! Ce cri n'était pas une question. C'était l'aveu de sa défaite, la reconnaissance sonore de son mensonge. La pièce est restée figée dans l'écho de sa voix. Plus personne ne riait. Le pouvoir avait changé de camp, non pas par un coup d'éclat, mais par la simple force des faits. Je les ai regardés, un par un. Ils ne me voyaient plus comme la petite fille fragile et naïve. Ils voyaient une étrangère, une personne qui avait joué un jeu dont ils ignoraient les règles. Et ma mère ? Ils ne la voyaient plus comme la matriarche, la victime courageuse, mais comme une usurpatrice, une actrice dont le rôle venait de lui être arraché. Je n'ai ressenti ni joie, ni triomphe, seulement le vide glacial de la vérité enfin exposée. Sur la table, entre les restes du dessert, les deux feuilles de papier reposaient comme des juges silencieux et implacables. La soirée n'était pas finie, mais leur famille, telle qu'ils la connaissaient, venait de mourir. Personne n'a bougé après son cri. Le son est resté suspendu dans l'air, vibrant d'humiliation et de déni. Les visages autour de la table étaient des masques de stupeur. Mon oncle, qui quelques minutes plus tôt riait si fort, fixait la nappe comme si elle contenait les secrets de l'univers. Ma tante avait posé sa main sur sa bouche, son regard allant de ma mère, défaite, à moi, debout et silencieuse. Mon père, pour la première fois de sa vie peut-être, a levé les yeux de son assiette et a regardé sa femme, non pas avec pitié, mais avec une lueur de compréhension et de profond dégoût. Le front uni s'était brisé en 1000 morceaux. Je n'ai rien ajouté. Il n'y avait rien à ajouter. Les documents sur la table étaient plus éloquents que n'importe quel discours. J'ai fait demi-tour, lentement, et j'ai quitté le salon, les laissant seuls avec la vérité crue et la carcasse de leur soirée d'anniversaire. Les 2 jours qui ont suivi ont été d'un silence assourdissant. L'appartement, autrefois rempli des soupirs et des plaintes de ma mère,
était devenu un mausolée. Je l'entendais parfois marcher dans le couloir, un fantôme dans sa propre maison, mais nous ne nous croisions jamais. Mon père partait tôt et rentrait tard, échangeant avec moi des regards fuyants et chargés de honte. La famille ne donnait plus signe de vie. Puis, le mardi soir, mon téléphone a vibré. C'était elle. Sa voix, au bout du fil, n'était plus qu'un murmure cassé, dépouillé de toute son arrogance. Elle ne criait plus. Elle pleurait. Elle m'a supplié de ne pas vendre, de ne pas la jeter à la rue, invoquant des souvenirs d'enfance que je savais parfaitement faux. Elle ne s'est pas excusée pour l'humiliation, mais pour la menace que je représentais désormais pour son confort. Elle ne regrettait pas ses actes, elle regrettait seulement d'avoir été découverte. J'ai écouté son flot de paroles sans l'interrompre. Je ne ressentais ni haine, ni pitié. Juste un vide immense et la certitude d'être sur le bon chemin. Quand elle a finalement manqué de souffle, j'ai pris la parole, ma voix calme et mesurée, comme si je dictais les termes d'un contrat. Je lui ai donné le choix. Soit elle commençait à me verser un loyer mensuel de 1 100 €, ce qui représentait à peine 70% du prix du marché pour un tel appartement, soit elle avait 3 mois, jour pour quitter les lieux. J'ai précisé que le premier virement devait être effectué avant le 5 du mois suivant. Un long silence a suivi, seulement brisé par un sanglot étouffé. Puis, d'une voix à peine audible, elle a accepté. Ce n'était pas une victoire pour moi, c'était simplement une transaction. La fin d'une dette morale et le début d'une relation purement financière. La nouvelle de mon ultimatum s'est répandue comme une traînée de poudre. Mon oncle m'a appelé, non pas pour me sermonner, mais pour me poser des questions hésitantes, sa voix pleine d'une gêne nouvelle. Il voulait savoir si tout ça était vrai. Libérés de l'emprise de ma mère, les membres de la famille ont commencé à parler entre eux, à assembler les pièces d'un puzzle qu'ils avaient ignoré pendant des années. Ma tante s'est souvenue d'un prêt de plusieurs milliers d'euros qu'elle avait fait à ma mère pour une prétendue opération chirurgicale qui n'avait jamais eu lieu. Mon père a fini par m'avouer qu'elle avait vidé leur compte commun quelques mois plus tôt, prétextant des dettes de jeu qu'il avait crues réelles. Le statut de matriarche courageuse et victime de ma mère s'est effondré, révélant une manipulatrice endettée et une menteuse pathologique. Je n'étais plus la cause du problème, j'en avais été la révélation. 3 mois plus tard, j'ai fermé la porte de mon propre studio, un petit appartement lumineux près de mon travail. Ma mère n'avait pas déménagé. Le premier loyer était arrivé sur mon compte le 1er du mois, sans un mot, comme la signature silencieuse de sa capitulation. En laissant derrière moi les murs de l'appartement familial, j'ai eu l'impression de laisser derrière moi une peau morte, un passé qui ne m'appartenait plus. La solitude de mon nouvel espace n'était pas un vide, mais une liberté. Pour la première fois de ma vie, l'air que je respirais était entièrement à moi. J'avais gagné mon indépendance, non pas en fuyant, mais en rétablissant la vérité. La justice avait été rendue, les comptes étaient soldés, mais je savais que reconstruire sa vie sur les ruines d'une autre était un travail de longue haleine, et que la paix était un chemin, pas une destination. Aujourd'hui, 6 mois se sont écoulés. Je vis dans un petit studio baigné de lumière, où le silence n'est plus une tension, mais une promesse de paix. Chaque matin, le soleil traverse ma fenêtre, et je me sens enfin chez moi, dans un espace qui n'est défini que par mes propres règles. Le loyer que ma mère me verse arrive ponctuellement sur mon compte chaque début de mois. Ce n'est pas une source de triomphe, mais le rappel constant et silencieux d'une frontière que j'ai tracée et qu'elle est désormais obligée de respecter. Cet argent, qui symbolise ma liberté, je le mets de côté, comme un hommage à ma grand-mère. Elle ne m'a pas seulement légué des murs, elle m'a offert les moyens de construire ma propre vie, loin de l'ombre toxique de sa fille. Elle m'a appris que la véritable richesse n'est pas l'argent, mais la tranquillité d'esprit que l'on gagne, en se choisissant soi-même avant tout le reste. Les relations avec le reste de la famille se sont transformées en un désert de prudence. Les appels se sont raréfiés, les messages sont devenus brefs et formels. Mon père m'a appelé une fois, non pas pour s'excuser de ces années de silence complice, mais pour me demander timidement comment j'allais. Dans sa voix, pour la toute première fois,
J'ai entendu non pas de la pitié, mais une forme de respect craintif. C'était le respect que l'on accorde à quelqu'un dont on a découvert la force de manière brutale. Mon oncle et ma tante évitent désormais les réunions de famille. La vérité, une fois exposée, a agi comme un acide, dissolvant les liens fragiles de leur hypocrisie. Je ne leur en veux pas. Ils étaient les spectateurs d'un théâtre dont ils appréciaient le confort. La pièce est finie et chacun est retourné dans sa propre solitude, avec la connaissance inconfortable de son rôle. La colère, cette flamme froide qui m'a portée ce soir-là, s'est éteinte. Elle a laissé place à une clarté presque douloureuse. Je ne ressens plus de haine pour ma mère. Je la vois maintenant pour ce qu'elle est, une femme profondément seule, terrifiée par l'idée de devenir invisible, et qui a tenté de m'éteindre pour que sa propre lumière paraisse plus vive. Le souvenir de leur rire ne me fait plus mal. C'est devenu une cicatrice, la preuve tangible que j'ai survécu à la bataille. Je n'ai pas pardonné au sens où l'on oublie. J'ai pardonné au sens où j'ai accepté que je ne pouvais pas la changer, mais que je pouvais refuser de la laisser me détruire. Le véritable pardon, j'ai appris, n'est pas un cadeau que l'on fait aux autres, c'est une clé que l'on s'offre pour sortir de sa propre prison émotionnelle. Mon nouvel emploi dans le cabinet d'architecte me passionne. Chaque jour, je participe à la création de plans, à l'élaboration d'espaces où des familles pourront construire leurs propres histoires, je l'espère plus heureuses que la mienne. De mon bureau, je vois les toits de la ville, un horizon de possibilités infinies. Cette épreuve m'a enseigné la leçon la plus cruciale de toutes. La dignité n'est pas négociable. Poser des limites n'est pas un acte de méchanceté, mais une nécessité vitale pour se protéger. Ce n'est pas aux autres de décider de notre valeur. C'est à nous de leur montrer où s'arrête leur pouvoir et où commence notre respect de nous-mêmes. Ma grand-mère avait raison. Je suis plus forte que je ne l'ai jamais cru, car ma force ne vient pas de l'absence de blessures, mais de ma capacité à les transformer en fondations solides. Je n'ai pas cherché la vengeance, j'ai exigé la justice. Et la justice, parfois, c'est simplement la vérité, posée sur une table, froide et irréfutable. Le chemin a été douloureux, et j'ai perdu une famille dans le processus. Mais ce que j'ai gagné en échange est inestimable. Le droit d'exister pour moi-même, sans avoir à m'excuser de mes succès ou à payer pour mes victoires. J'ai appris que parfois, il faut savoir fermer une porte non pas par orgueil, mais parce qu'elle ne mène plus nulle part. J'ai choisi de marcher vers une nouvelle porte, celle de mon propre avenir, et je ne me suis jamais retournée. Mon histoire est terminée, mais elle soulève une question qui, je crois, nous concerne tous. Et vous, que feriez-vous à ma place ?